Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Banlieue Foot TV. C'est avec un plaisir tout à fait descriptible que je vous accueille de nouveau dans notre émission, d'autant plus qu'il s'agit d'une édition spéciale. Spéciale pour deux raisons. La première, la moins romantique, est que nous n'allons pas pouvoir accueillir notre invité dans notre décor habituel. Nous n'allons pas pouvoir non plus nous plonger par l'intermédiaire de son regard dans les profondeurs et les abîmes de son âme. Je ne dis pas ça par hasard. Et oui, il s'agit là d'un des métiers de notre invité que de sonder ce que les non-dits disent, ce que le bruit de nos silences raconte de notre histoire, parfois pour y découvrir des choses pas faciles. Cela étant dit, soyez rassurés, pour attirer l'attention de notre invité, il faut être plus qu'un mortel. Et oui, il faut être, et ça rejoint là d'ailleurs, la deuxième caractéristique spéciale de notre émission, c'est que notre invité est accompagné d'une aura dont elle a tenté de sonder, si vous voulez, les origines et la trajectoire tout à fait incroyable. En effet, il s'agit d'un mythe, d'une légende qui plus est vivante, d'une personnalité incroyable. Notre invité a tenté pour cela, avec pour objectif, entre autres, de nous permettre de mieux l'aimer et bien de mieux le comprendre. Alors, de qui s'agit-il ? Il s'agit d'un artiste d'abord, d'un musicien, d'un danseur, d'un footballeur, d'un président, bref, d'une personne qui est un peu tout. Qui nous appartient tous un petit peu. Il ne s'appartient presque plus lui-même, au moins son image publique. C'est quelqu'un qui plaît à tout le monde. Alors oui, peut-être que là, il y a quelque chose à travailler. Qui peut plaire à tout le monde ? Eh bien, lui, il y parvient. On va tenter de savoir et de découvrir avec notre invité pourquoi. Alors, le dernier indice que je peux vous donner, c'est que lui et moi avons la même coupe de cheveux et la même qualité de passe, paraît-il. Il s'agit bien sûr de notre zizou national, de Zinedine Zidane. C'est donc avec un plaisir immense, bien sûr, et avec un privilège que l'on reçoit aujourd'hui Sabine Calegari, qui, dans le cadre d'un ouvrage que l'on va présenter rapidement, donc Sabine Calegari, aux éditions Nouveau Monde, dans la tête de Zidane. Sabine, bonjour. Bonjour, et d'abord merci pour cette très très belle introduction. J'étais en train de vous écouter un peu comme on écoute un slam, qui est un type de musique que j'adore puisque c'est là-dessus que j'ai terminé mon livre sur un texte d'Abd al-Malik. Et j'étais ravie d'entendre cette introduction aussi poétique que vous avez faite d'abord à Zinedine Zidane et puis à mon livre. Et sincèrement, le livre le mérite. D'ailleurs, on ne va pas attendre la fin de l'émission pour vous dire qu'on a pris du plaisir à le lire, mais qui dit plaisir ne dit pas forcément pas d'interrogation. Vous l'aurez compris, bien sûr. Alors, d'ailleurs, avant d'aborder un peu votre méthode, je disais en introduction que les mots avaient leur importance, hein, bien sûr, que parfois les mots pouvaient dire des choses de notre inconscient. Mais vous, on ne peut pas dire que vous attaquez à la personne la plus prolixe du monde. Alors, dans ce sens, est-ce que cela a été une difficulté ou au contraire, vous, en tant que psychanalyste, ça vous a plutôt envoyé plusieurs indices? D'abord, ça a été un formidable attrait parce que ce qui a présidé à l'écriture de ce livre, bon, c'est ma passion pour le football, c'est mon admiration immense pour Zidane, mais aussi le fait qu'il soit une énigme humaine. Donc, je suis une psychanalyste et les énigmes humaines appellent en fait la valeur ajoutée que peut apporter la psychanalyse. C'est justement parce que Zidane est une énigme qu'il y a ce paradoxe absolument incroyable d'une médiatisation planétaire. Enfin, il est plus connu que beaucoup de présidents de la République. Et le fait que les premiers mots qui viennent aux personnes qui parlent de lui, c'est mystère et énigme. Donc ça, c'est un formidable attrait pour une psychanalyste, avec le sentiment que dans mon intention d'hommage, puisque j'assume tout à fait ma position de fan par rapport à Zidane, je puisse essayer d'apporter un regard nouveau sur cette personnalité qui est si mystérieuse et que moi je vois comme si riche, si intense, si complexe au bon sens du terme. Donc c'était vraiment un terrain merveilleux à explorer. D'accord. Et justement, vous, à la fin donc, de votre introduction, vous posez plusieurs questions que je pourrais relire ici, je pourrais en relire quelques-unes. À laquelle pensez-vous avoir le mieux répondu ? Je vais vous en rappeler quelques-unes. Alors, par exemple, à la fin de l'introduction, donc, vous vous demandez à qui il dit tout devoir, de quoi est tissée sa vie amoureuse et sensuelle, quelle place a sa mère, entre autres, de quoi est fait le sidérant pouvoir de mutation dont il témoigne constamment. Voilà, vous posez plusieurs questions à la fin de l'introduction. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles vous n'avez pas réussi à répondre ?
Alors, je pense tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très juste dans l'introduction en disant que Zidane ne s'appartient pas tout à fait à lui-même. Il y a, s'agissant de Zidane, un mythe qui est l'histoire que nous connaissons de lui, pour laquelle il s'est engagé. Enfin, c'est pour part sa création, mais pas seulement. C'est qu'à partir d'un certain moment, ça lui échappe. Et le mythe qui est autour de lui, à mon sens, à la fois est un mythe très beau, mais aussi très lisse. Quand on parle de Zidane, y compris toutes les questions que vous venez de rappeler, quel est son rapport à son père? Eh bien, le mythe répond c'est un rapport idyllique. Quand on dit quel est son rapport aux femmes, à sa vie amoureuse, sensuelle, on répond c'est un mari parfait, c'est un père de famille. Donc je pense que la question à laquelle le livre a le mieux répondu, c'est qui est l'homme derrière ce mythe si beau et si lisse. Et sachant que pour moi, j'ai trouvé un homme qui est bien davantage que son mythe. Alors on parlait des mots justement, et du fait qu'ils ne soient pas très prolixes, et vous tentez au début du livre, et vous donnez une part conséquente à l'image du père quand même, vous parlez d'une certaine loi du silence. Oui. Alors ça, le rapport au silence de Zidane, c'est quelque chose de très fort parce que c'est ce qui a contribué à construire l'énigme et c'est un des traits de personnalité qui est le plus marquant dans la personnalité de Zidane. Et ce qui est passionnant dans ce silence, c'est que cette loi du silence dans laquelle il s'inscrit, à la suite d'une éducation paternelle, de la culture du silence, qu'habile, que raconte très bien son père. Il dit que lui-même n'était pas dans une famille de mots. Pour Zidane, c'est à la fois une vertu, quelque chose qui l'inscrit, qui l'ancre solidement dans la filiation paternelle, qui fait partie de l'adoration qu'il a pour ce Dieu Père, mais ce silence devient aussi une prison, parce que ce silence ne permet pas d'exprimer toutes les dimensions de sa personnalité que j'ai explorées, des dimensions de sa personnalité qui ne sont pas forcément dans le cadre de ce que son père aurait pu reconnaître ou même valider, qui sont même dans aucun cadre, qui sont vraiment sa singularité absolue, ses ombres, ses lumières, ses failles, les composantes tout à fait singulières de sa personnalité. Et cette loi de silence ne lui permet pas forcément d'exprimer ça. Et pour moi, mon livre a essayé en quelque sorte de mettre des mots sur ces silences et même plus que ça, ces mots à lui sur ces silences. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire si, à votre avis, en privé, il avait aussi ce trait de caractère du personnage silencieux qui n'en dit pas trop? Ou est-ce que vous avez pu, vous, par des témoignages, vous rendre compte qu'en réalité, il était autre chose, quelqu'un d'autre, en dehors du vestiaire, dans sa vie? Je pense qu'il y a une absolue continuité entre le personnage qu'est Zidane sur la scène publique et ce qu'il est dans le privé. C'est quelqu'un d'extrêmement affectif, d'extrêmement affectueux, qui exprime ses sentiments. Il le fait dans la vie personnelle, pour les témoignages que j'ai pu entendre. Il le fait aussi dans la vie publique, parce qu'il dit à propos du Real, ce club, je l'ai dans mon cœur. Il dit que tout est une histoire d'amour dans sa vie. Il dit que il parle de son amour pour les choses. Le côté absolu des choses. Il a un rapport à l'absolu, vous dites. Oui. Vous dites Alors ça, déjà, ça fait partie. Pardon, je ne vous entendais pas sur la suite de votre question. Oui, j'expliquais que vous parliez à un moment donné de son rapport à l'absolu, que là vous dites que vous venez de dire qu'il dit que le Real est tout, mais de la même manière qu'il a déjà pu dire que peut-être son épouse est tout, que le football est tout. Quel est son rapport comme ça au tout? Alors, son rapport au tout, dit comme ça, et c'est là que c'est intéressant de décoder le code de Zidane, on a l'impression que c'est une expression approximative de sa part. On se dit, comme vous le soulignez à l'instant, il ne peut pas y avoir à la fois sa femme qui est tout, le football qui est tout, etc. Mais quand on décode le code Zidane, qui est vraiment tout l'objet du livre, de la méthode psychanalytique, on comprend que le tout, il n'est pas à comprendre du côté de l'objet, mais du côté de sujet, c'est-à-dire quand il dit c'est tout pour moi, ça veut dire moi, quand j'aime quelque chose ou quelqu'un, j'engage tout mon être dans cet amour.
Et d'ailleurs, vous dites à un moment donné que c'est presque l'explication de son départ du Real de Madrid en tant qu'entraîneur à un moment donné, qu'il se serait senti trahi peut-être d'un point de vue du retour affectif, non, des joueurs. Quelle en serait l'explication? Est-ce qu'il y aurait encore une fois un lien avec le rapport au tout? Absolument, absolument. Ce qui est très singulier, c'est que quand on écoute Zidane vraiment à la lettre, comme je l'ai fait pendant 3 ans, on se rend compte que toute la vérité le concernant est présente dans son discours. C'est-à-dire que Zidane, il ne ment pas, il est d'une cohérence absolue, il est dans un rapport à la vérité absolument étonnant. Simplement, il a un style très minimaliste, très allé pur, très elliptique, avec parfois des omissions, et il faut vraiment vouloir l'écouter, vouloir se déplacer dans son monde et apprendre le code pour pouvoir compléter en fait les zones un peu mystérieuses dans sa parole. Mais toute la vérité est contenue dans son discours. Donc c'est vraiment, ça a été le premier document sur lequel j'ai travaillé sa propre parole en apprenant à entendre ce qu'il y avait entre les lignes. Alors vous parlez de cet épisode du Real, en effet, quand on écoute la conférence de presse à la lettre, donc il y a tout le discours de Zidane qui est un discours plutôt technique, plutôt maîtrisé, quand il dit l'équipe avait besoin d'un autre discours, d'une autre méthode, je pense qu'elle n'aurait pas pu continuer à gagner avec moi. Et à un moment donné, il passe sur un registre qui est beaucoup plus émotionnel, on le voit sur son visage, et il répond à une des questions des journalistes. Il y a eu des bons moments, mais il y a eu aussi des moments difficiles. Oh, dit-il. Et moi, ces moments difficiles, je ne les oublie pas. Et là, on saisit à la fois dans la tonalité émotionnelle de ce qu'il dit et dans ces mots-là que la racine de sa décision était probablement dans ces moments difficiles et on peut les reconstituer. On sait que dans cette affreuse défaite en Coupe du Roi contre Leganés qui a déchaîné ensuite un tollé médiatique, que même Zidane n'a pas estimé injustifié dans ses arguments quand on a dit que c'était une équipe fantomatique qui ne semblait pas présente. Lui-même a entendu ça. Et là se trouve en effet ce que vous appelez à juste titre la trahison, la blessure qu'il y a eu, comme si une équipe déshonorait son amour et lui faisait honte. Et là, pour Zidane, au-delà des défaites et des difficultés, qu'il a largement le mental pour traverser, cette question de blessure et des trahisons, ça, il le dit à la lettre, c'est quelque chose qu'il n'oublie pas. Et d'ailleurs, quand on prend la suite de la conférence de presse par rapport à ça, donc un peu plus loin dans le discours, il dit « Moi, ce club, je l'ai dans mon cœur ». Il y a là une période qui se termine, elle s'est bien terminée quand j'étais joueur, elle se termine bien maintenant que je suis entraîneur et ça sera toute la vie comme ça. Donc là, on comprend que sa raison supérieure, c'est vraiment la raison du cœur. Pour moi, Zidane, c'est pas quelqu'un de calculateur, c'est pas quelqu'un de stratège. Et là, il nous donne la vraie raison. Mais elle est un peu noyée dans l'ensemble de la conférence de presse, donc il s'agit de la capter et de la relier à d'autres prises de parole qu'il a, en particulier sur la trahison, pour qu'on saisisse que le ressort de sa décision, à mon sens, il est là. Vous parliez de raison supérieure, et pour en revenir à ce qu'il arrive à réaliser, j'ai envie de parler de sa motivation. Et au début du livre, donc vous parlez beaucoup de son rapport avec son père. Est-ce que le fait de vouloir rendre son père fier est sa motivation ultime et en même temps peut-être ce qui le bride? Oui, en fait, il a cette phrase dans une interview à Christian Jean-Pierre, Zidane à cœur ouvert, on ne peut pas porter mieux le nom de l'interview. Il dit sa fierté me bouleverse, et il le dit aussi dans la presse. Sa fierté me bouleverse, c'est encore au-delà des mots que vous employez, c'est une quête éperdue et infinie. Et si sa fierté, la fierté du père le bouleverse, c'est d'une part parce qu'il y a cet amour fou et inextinguible pour le père, mais c'est aussi parce que le père n'a pas répondu à ça.
Et quand ça, c'est l'objet de mon premier chapitre dans le livre, ce père qui, de mon sens, est un excellent père, qui est un homme au-dessus de tout soupçon. Donc, c'est pas du tout la question de sa méthode éducative, ni de ses intentions, ni des choses qui se passent au plan conscient, mais au plan inconscient, quand on analyse le discours du père, ce que j'ai fait à travers son livre et toutes les informations qu'il nous donne, on voit que il y a du côté du père une position assez ambivalente, c'est qu'il aime Zidane, il aime son fils, mais il ne lui donne pas cette position d'exception, n'accueille pas la totalité de son être, y compris ses qualités hors normes, ses dimensions si singulières, ce qui accroche Zidane à une sorte de demande de fierté ou de quête d'amour éperdue, et c'est une des dimensions tragiques chez Zidane. Je l'ai dit dans le livre, un des fils qui était présent dans Coup de tête, à mon sens. D'accord. Alors là, de façon plus générale, qu'est-ce qu'on peut dire à un fils pour l'aider, comment conseiller, orienter un enfant pour l'aider à se détacher de cette quête un peu qui est comme un Graal, un peu qu'on va chercher, qui peut-être on n'obtiendra jamais. Qu'est-ce que l'enfant doit faire, ou le jeune adulte ou l'adulte? Est-ce qu'il doit, d'un point de vue psychologique, tuer le père? Oui, alors cette expression qui est très juste, c'est une expression symbolique. Tuer le père, ça signifie que le père puisse s'effacer dans un certain nombre de prérogatives, de puissance, pour pouvoir transmettre cette puissance à son fils. Ça s'appelle le temps des fils. Le père a eu son temps à un moment donné de pleine puissance d'homme. Alors il peut très bien la garder pour tous les domaines de sa vie en dehors de sa paternité, mais il faut qu'à un moment donné, le père s'efface d'une certaine façon et que la puissance soit transmise au fils et qu'il ait le droit d'être puissant à son tour. Donc là, je vous réponds plutôt côté père. Et ce qui signifie, s'agissant de Zidane, pour dire les choses de façon concrète, que Zidane ait le droit d'avoir le savoir à son tour, qu'il puisse lui dire quel homme il est et ce qu'il désire pour sa vie. Alors que ce père, entre les lignes, aujourd'hui, continue à énoncer quel homme est Zidane. Il dit, par exemple, sa grande humilité fait que tous les hommages qui lui sont rendus autour de sa carrière le gênent. Il veut rester le même, je sais qu'il ne changera pas. Et là, il y a quelque chose qui ne s'efface pas du côté du père, comme si c'était lui qui gardait le pouvoir de dire qui est son fils, c'est ce qu'il veut et ce qu'il a le droit de vouloir pour sa vie. Alors quand le père, l'idéal, c'est que le père le fasse, mais naturellement, il n'y a pas besoin de faire une stratégie pour ça, c'est implicite. Quand le père s'efface naturellement, évidemment, c'est formidable pour un fils parce qu'il a à son tour le droit d'être puissant. Quand le père ne le fait pas, en général, c'est inconscient parce que ce père de Zidane, il est formidablement bien intentionné. Mais quand le père ne le fait pas pour des raisons qui tiennent à son inconscient à lui, le fils a une marge de manœuvre et c'est là toute la puissance de guérison de l'être humain. Il peut le faire lui-même. Il peut passer par la psychanalyse pour le faire à travers une prise de conscience. Mais tout commence par une prise de conscience. Alors justement, vous parliez de discours tout à l'heure, et justement, on entend et on lit dans les interviews, par exemple, de son épouse ou alors de son père, et vous en parlez dans le livre, qu'il ne relate pas toujours, vous savez, les qualités incroyables du joueur, quelque part. Est-ce que ça rejoint la même idée du fait de ne pas s'effacer? Ah, tout à fait. C'est-à-dire que là, vous suivez absolument ce fil. C'est que, je l'explique dans le livre, dans le chapitre intitulé Le mythe conjugal de Zidane, c'est que je pense que Zidane, inconsciemment, a choisi une femme côté père, c'est-à-dire une femme qui euh, reprend des attributs du père, qui a des points communs avec lui et qui reprend la même position que le père, inconsciemment aussi, à coup sûr, par rapport à ça. Donc, elle aussi, elle pense savoir ce qu'est Zidane, elle pense savoir ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Par exemple, elle dit à un moment donné dans une interview de 2001, au moment où ils arrivent ensemble au Real, elle dit j'aspirais à une vie normale, nous n'étions pas faits
l'un et l'autre pour une telle célébrité. Anonyme. Elle, peut-être, elle a le droit de parler en son propre nom, mais je ne peux pas penser que son mari ne soit pas fait pour une telle célébrité quand on sait à quel point c'est le désir d'un être humain qui façonne son destin. Donc c'est impensable qu'il n'ait pas ce désir d'exception, d'éternité, de dimension mythique, sans qu'il ne l'ait désiré, même s'il est très partagé probablement sur cette question-là. L'humilité dans laquelle il a été élevé ne lui permet probablement pas d'assumer pleinement ce désir de gloire. Pour lui, ça doit être difficile à faire, mais j'ai l'intime conviction que c'est absolument... ça vibre dans toutes ses fibres. Et quand on l'écoute à la lettre, il le dit à plusieurs occasions. Là, vous employez le mot humilité et je m'excuse auprès de Zizou pour cette question. Mais Zidane est-il humble? Alors voilà, déjà, bon, donc voilà, Zizou, déjà, on s'excuse ensemble, mais on l'aime. Donc tout ce qu'on dit là, c'est de toute façon finalité, dommage. Je pense que Zidane, il a en lui une part d'humilité qui est vraiment très belle, au sens où sa puissance, la puissance de son être, la puissance de sa réussite, il ne l'utilise pas pour prendre le pouvoir sur l'autre. Ça ne l'intéresse pas. Au contraire, on voit bien que dans son jeu, il sait tout autant briller que faire briller les autres. Donc, ça, c'est l'humilité de Zidane, c'est qu'il n'écrase pas les autres. L'humilité de Zidane, c'est qu'il est constamment enseignable, c'est qu'on voit bien qu'il désire apprendre, il est toujours en quête de progression, ce qui fait partie du pouvoir de mutation qui est mon dernier chapitre. Et ça, l'humilité qui fait que quelqu'un est enseignable, reçoit la parole de ceux qui savent dans les domaines où il ne sait pas encore, ça c'est une magnifique dimension d'humilité. Par ailleurs, là où il y a chez Zidane, à mon sens, un désir de destin exceptionnel, un désir d'éternité, un désir de position d'exception. D'abord, ça s'exprime absolument dans son football, parce qu'il ne faut pas oublier que Zidane a façonné son propre corps. Au départ, ce n'était pas quelqu'un qui était considéré comme avoir tous les attributs physiques requis. Donc, il a façonné son corps pour ça. Et il le dit à plein d'endroits, c'est-à-dire que à propos, par exemple, de la Panenka dans la Panenka dans la Coupe du Monde, il dit c'était pour que ça reste. Donc là, il ose le dire, son désir d'éternité. Il dit qu'il est entré sur le terrain pour être champion du monde, pour la consécration. Alors pour rejoindre son désir d'éternité, qui me rappelle encore une fois, moi ici, en tout cas, l'idée du mythe, à un moment donné, dans votre livre, vous parlez d'une réaction qu'il a face à un journaliste où il parle Zinedine, d'une rencontre presque mystique avec un objet ou un être. Et là, il parle au journaliste en disant que vous n'aurez jamais l'occasion de rencontrer. Alors, ma question, c'est que ou alors j'ai mal lu, vous ne développez pas beaucoup cette question, cette rencontre mystique d'un point de vue psychanalyste, de votre métier de psychanalyste. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, pour vous dire la vérité, j'avais prévu d'en faire un chapitre du livre, donc j'ai vraiment travaillé sur cette question. Et puis, j'ai décidé de ne pas mettre ce chapitre dans le livre. Finalement, je l'ai retiré du texte définitif parce que je me suis souvenue, donc bien sûr, du tollé qu'a provoqué cette déclaration de Zidane en août 2005, donc pour expliquer son retour effectivement en équipe de France. Donc manifestement, le public a mal reçu cette dimension intime de Zidane. Et par respect pour ça, j'ai choisi de ne pas en reparler et de ne pas entrer dans cette dimension-là. Pour autant, je peux vous dire, pour avoir quand même étudié le sujet, j'ai l'intime conviction que chez Zidane, il y a une dimension spirituelle. Et quand je dis spirituelle, je ne rentre pas dans le débat sur la religion à laquelle il appartient. Quand je dis quelque chose de spirituel, c'est une connexion à ce qu'on peut appeler des plans de conscience qui ont vraiment contribué à son génie footballistique. Parce qu'on voit par exemple que Zidane, et c'est en ça qu'il écrit un destin en même temps qu'il écrit une trajectoire, il a une présence absolument stupéfiante
dans les moments clés. Par exemple, si on reprend rapidement la trajectoire, il entre en équipe de France en 94, donc à l'appel d'Aimé Jacquet, et dès qu'il entre en équipe de France, il met 2 buts magnifiques. Je ne vais pas rappeler la finale de 98. Pardon, là je ne vous entendais pas. De la tête d'ailleurs, qui rappellera peut-être. Absolument. Donc il y a aussi un destin avec la tête de Zidane. Fin 98, à la finale de 98, là aussi, 2 buts qui sont à la fois l'œuvre d'un destin en même temps que des buts magnifiques. Et puis ce but donc, qui conjure le mauvais sort qui l'avait amené à perdre des finales de Ligue des Champions avec la Juve, quand il marque en 2002 ce but magnifique contre le Bayer Leverkusen, là aussi. Et là, il le dit, il parle de cette connexion parce qu'il le dit dans un documentaire. Il dit qu'il l'a vu, le but. Il dit qu'il se parle à lui-même. Il se dit, tu te mets juste en dessous du ballon et tu fais le geste parfait. Donc là, il y a une dimension pour moi qui est spirituelle, même si elle s'exprime dans un geste sportif, c'est que Zidane a une forme de connexion à des plans de conscience, à des potentialités de l'être humain qui sont exceptionnelles, qu'on a tous, à mon sens, à titre de potentiel, mais que lui, il a su, peut-être empiriquement, je ne suis pas sûre qu'il ait théorisé la chose, mais qu'il ait su développer ça. Donc, quand il parle de cette expérience mystique qui est une connexion, moi, j'y accorde beaucoup de foi. Et je pense que aussi, ça fait partie de ces moments de vérité dont Zidane nous fait le cadeau. Vous savez, ces geysers de vérité au milieu d'océans de silence et qui ne sont pas forcément bien reçus par le public qui a ironisé, mais je pense que ça appartient à vraiment la richesse de cette personnalité-là. Donc, je l'ai simplement évoqué dans le livre, mais je ne l'ai pas développé par respect et par... Alors, toujours par respect, et pour continuer sur l'aspect un peu mystique, et avec la belle façon dont le nom Zidane résonne dans votre bouche, ça me rappelle une partie de votre livre qui était très intéressante concernant le nom. Est-ce que, en fait, Zinedine Zidane serait Zizou sans s'appeler Zinedine Zidane? L'importance que vous donnez comme ça au son et à son nom. Le nom, c'est le commencement de notre destin. Le nom, c'est la manière dont l'autre nous voit ou nous désire, comment il nous rêve. Enfin, le nom, c'est la manière dont notre mère, notre père nous rêve pour ce qui est du prénom. Et pour ce qui est du nom du père, c'est la filiation dans laquelle on s'inscrit. Donc déjà, ça nous détermine. Et ensuite, alors ça, c'est vraiment la dimension que je vais appeler de l'âme, propre à chacun. Comment vous vous appropriez ce nom, comment vous vous y inscrivez et comment vous ajoutez votre création dans la lignée de ce nom. On ne peut pas ne pas entendre ces sonorités tout à fait harmonieuses, tout à fait fluides de Zinedine Zidane. Enfin, je dis dans le livre, à un moment donné, c'est comme son football, c'est un faufilement sublime, un dribble vocal parfait. Enfin, il y a quelque chose d'une danse dans ce nom, il y a l'harmonie des sons. Et puis, il y a ce que, moi, j'y lis, c'est cette dimension que j'ai appelée yin-yang dans le livre. Il y a les deux, déjà dans les sonorités du nom de Zidane. Et pour moi, cet homme, c'est une équation, je dirais même une alchimie entre une dimension de puissance, le yang, et une sensibilité féminine, avec toute la fragilité que ça peut comporter. Ce côté que la philosophie chinoise appelle yin et qui est déjà dans son nom. Donc, bon, ensuite, on peut le lire de bien des façons. Alors, les spécialistes de la langue arabe sauront lire les significations du nom du point de vue du sens. Donc, beauté de la religion pour son prénom. On a dit qu'il y avait aussi presque une dimension chamanique dans son nom. Pourquoi pas? Là, j'ai pas le savoir pour dire ça, mais en tout cas, le nom, c'est la proposition d'un destin qu'un être humain ensuite reprend à son compte et auquel il ajoute ses créations. Alors vous disiez sublime, beauté, justement je crois qu'on peut dire objectivement que Zinedine Zidane est beau, ou en tout cas son football, ça c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de son rapport au beau? En fait,
c'est aussi ce qui m'a touchée dans la personnalité de Zidane et dans son football. Là, je vais parler en tant que passionnée de football aussi. Il y a des virtuoses du football. On les connaît, Messi, Maradona, Platini, dont certains ont dit qu'il était plus complet que Zidane. Donc, je laisse aux experts cette appréciation-là. Mais pour moi, chez Zidane, il y a quelque chose de tout à fait singulier, c'est que la beauté, ce n'est pas la résultante de sa virtuosité. Son football n'est pas beau parce que, à force de travailler ses gestes, sa virtuosité éclate. Je pense que sa beauté, c'est son âme, c'est quelque chose qui le drive complètement. Pour lui, c'est une boussole, c'est une des lignes de force de son être. Et la beauté est présente dans son football comme elle est présente partout dans sa vie. Dans son physique, en effet, et on peut remarquer qu'au fur et à mesure qu'il prend de l'âge, son physique s'épure, s'embellit, en fait, gomme tout ce qu'il peut y avoir comment je vais dire, de contraste, pour devenir quelque chose d'extrêmement harmonieux qui gomme presque les singularités ethniques. C'est-à-dire quand on regarde Zidane, il a son origine ethnique, mais il pourrait aussi être brésilien, il pourrait être italien, il pourrait être extraterrestre, il pourrait être... voilà. Et la beauté est présente dans toutes les dimensions de sa vie. On la repère à propos de son couple, de la façon dont il parle de son mariage. Quand il dit aujourd'hui on est toujours ensemble, c'est beau finalement. Chez Zidane, le beau est partout. Donc c'est pas une résultante de sa virtuosité, c'est vraiment pour moi une qualité de son âme. Alors vous disiez que justement, avec l'âge, il s'améliore, il améliore beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut prévoir psychologiquement, enfin par la psychanalyse par exemple, que Zidane va encore gagner et encore gagner et toujours gagner? Alors ça, c'est tout le dernier chapitre de mon livre où j'essaie d'extrapoler cette trajectoire. Zidane n'a que 48 ans, donc il a encore tout son destin devant lui. Est-ce qu'il va continuer à gagner? Je pense que cette question-là, elle est complexe. Je pense que Zidane a ce que j'appelle dans mon livre le code de la victoire. Il a une relation propre à la victoire. Ça, c'est une certitude. Et il sait activer en lui la focalisation vers la victoire, l'énergie de la victoire et les moyens rationnels et irrationnels de gagner. Maintenant, c'est plus compliqué parce qu'il n'est pas en prise directe avec le ballon, il n'est plus en prise directe avec les performances des matchs, ça passe maintenant par le corps des autres et le corps individuel de chaque joueur et le corps d'une équipe. Donc maintenant, il y a vraiment pour lui ce qui s'appelle l'aléa de l'autre. C'est-à-dire que soit l'autre est dans la même et sur la même fréquence que lui, son discours passe, son énergie passe et son équipe gagne. Et c'est le cas d'ailleurs avec certains joueurs qui, avec lui, vibrent vraiment sur la fréquence de l'amour. Quand on a écouté Marcelo, par exemple, c'est très clair, ou Benzema aussi. Je pense que l'extraordinaire progression de Benzema tient à ça. Mais il y a des joueurs qui ne résonnent pas forcément sur cette fréquence ou partiellement. Donc là, Zidane n'est pas en prise directe avec les facteurs de la victoire. Donc je ne suis pas sûre que, et lui non plus probablement, qu'il puisse continuer à gagner comme entraîneur. Mais je pense en revanche que Zidane, c'est quelqu'un qui est pris d'excellence, qui est pris d'absolu, et je pense qu'il peut muter encore. Là, on le connaît comme entraîneur. Il y a des mutations possibles qui peuvent être assez évidentes que d'autres ont emprunté avant eux, mais je pense qu'il y a aussi des mutations qui peuvent être totalement inattendues. Et j'en propose une dans mon livre. Je ne sais pas si vous avez... Il ne faut pas tout dévoiler, parce que moi, j'ai pris énormément de plaisir à le lire. Il faut qu'aussi on laisse un petit peu un peu de mystère aux futurs lecteurs. Et là, pour prendre un peu de recul, justement, avec le sujet et revenir un peu sur votre méthode, comment celle-ci a été perçue, soit par les professionnels de votre secteur ou même par le milieu du football? Alors, par les professionnels de mon secteur, ce qu'on appelle la psychanalyse appliquée,
ou la psychanalyse en extension, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas seulement la démarche thérapeutique de guérison dans le cabinet, ça c'est quelque chose qui existe depuis les débuts de la psychanalyse. Donc pour la psychanalyse, ça c'est quelque chose qui est vraiment naturel. Freud a parlé des œuvres d'art, il s'est exprimé là-dessus, il a parlé de la psychologie des foules, et régulièrement aujourd'hui dans le monde de la psychanalyse, des psychanalystes appliquent le regard sur l'être humain à d'autres sujets. Donc, alors là, ce qui est un peu insolite, c'est que ça s'applique au football. Et je dois dire que c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour le milieu de la psychanalyse, le rapport au corps, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Parfois, je pense même qu'il est un peu laissé de côté, avec une sorte de surestimation de la cérébralité. Donc le fait de choisir que cette psychanalyse en extension aille vers quelqu'un qui s'exprime à travers son corps et un milieu où tout passe par le corps, bon, c'est quelque chose qui peut être assez inhabituel. Concernant tout ce qui passe par le corps, bon, parfois il y a la colère, il a su l'exprimer, un jour très important de sa vie, par ce fameux coup de tête. Alors autant être franc avec vous, c'est vrai que votre version est très crédible. La version que vous donnez sur ce qui aurait pu amener en fait cet acte est beaucoup plus crédible que les versions officielles ou ce que l'on a pu entendre. Alors ici, par respect pour les protagonistes qui eux réfutent un peu certains aspects de votre argumentaire, on ne va pas tout de suite rentrer dans le détail, mais je voulais vous poser une question par rapport à ça. C'est qu'on a pu observer, il y a des vidéos qui le montrent, qu'en fait Zizou n'en est pas à son premier coup de tête. Même à l'époque de la Juventus de Turin, à un moment donné, bon, il y a une vidéo où il se fait donc mettre au sol de façon assez rude par un joueur, et en se relevant, il tente en fait et il feinte un coup de tête. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je pense que ça, c'est la dimension du passage à l'acte qui est au centre de la complexité du personnage. C'est-à-dire que Zidane s'est beaucoup conformé à mon sens, ce qu'attend son père, c'est-à-dire un personnage irréprochable. Il y a une dimension dans le discours de Zidane qui est majeure, c'est « tu n'as rien à te reprocher », qui fait écho à une phrase majeure de son père, « soyez irréprochable ». Donc en fait, Zidane a en quelque sorte intégré dans son inconscient que pour obtenir cette fierté du père qu'il désire tant, pour ne pas risquer de perdre son amour, il faut qu'il soit irréprochable. Donc je pense que Zidane a beaucoup bridé son énergie pulsionnelle, son énergie de révolte, son énergie de colère. Mais elle est bien là. On n'enlève pas une énergie d'un être humain. On la canalise. Donc, et je pense que cette énergie-là se ressort dans des moments où son mental est court-circuité, c'est ça le passage à l'acte, et où toute sa révolte ressort. Et chez Zidane, je pense que pour les coups de tête, c'est vraiment important de remarquer, pour lui rendre justice, deux choses. D'abord, les coups de tête de Zidane sont jamais des lubies. Ce sont des réponses à ce qu'il considère comme des agressions. Alors peut-être que Zidane, à la manière des grands fauves dans la nature, enfin je l'appelle, c'est une des comparaisons que je fais dans le livre, s'attache plus à la loi de la nature qu'à la loi des hommes. Pour lui, c'est pas acceptable d'être injurié, d'être humilié, piétiné. Donc parfois, il va commettre un acte illicite pour les hommes, mais qui pour lui correspond à une forme de loi, une loi de la nature, si vous voulez. Ou je préfère pas parler de sa culture. Je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Pour lui, l'injustice, c'est contre nature. Donc ça, c'est quelque chose qui... Et l'autre chose qu'il faut remarquer aussi, c'est que Zidane, dans ses coups de tête, il ne blesse personne. On n'a jamais vu quelqu'un sur le carreau. C'est presque un geste symbolique. Alors, on ne va pas nier le choc, mais il lui est rien arrivé du tout à Materazzi. Et le joueur saoudien s'est relevé quand il s'agit de 98. D'ailleurs, votre version lui rend aussi justice en fait à Zinedine Zidane, la façon dont vous expliquez les réelles raisons supposées. Bon, je donne quelques indices ici. On peut dire que Zizou rentre sur le terrain ce jour-là. Enfin, il lui manque pas une corde à son arc, mais une bague à son doigt. J'en dirai pas plus pour donner envie au lecteur d'aller plus loin, mais je le conseille vraiment parce que ça nous donne, en fait, bon, les gens lui ont pardonné.
peut-être même là encore plus, ou peut-être on aurait même envie qu'ils mettent un deuxième coup de tête, je sais pas. Non, non, on est contre la violence, mais j'invite vraiment les lecteurs à vous rejoindre dans la tête de Zidane, aux éditions, je le répète ici, Nouveau Monde. Et on espère vous recevoir quand même prochainement, que ce soit pour cet ouvrage. Avec plaisir. En plus, j'ai eu l'occasion de m'intéresser à votre démarche. Bon, vous avez reçu des personnes que je connais, que j'apprécie. Donc vraiment, ça sera avec joie. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Sabine. On a vraiment été très honorés et heureux de vous recevoir, vraiment. Donc j'invite vivement, et encore, je recommande donc, Dans la tête de Zidane aux éditions Nouveau Monde. Voilà, je vous remercie d'avoir été aussi à l'écoute. Sabine, à bientôt. Encore merci. C'était Banlieue Foot TV.